Bonjour tout le monde, le webinaire va commencer. Merci d'être avec nous. Vous êtes au webinaire, comme vous le savez, retour sur AIDS 2018. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COCSIDA. Et le webinaire d'aujourd'hui vise à vous rapporter l'information à laquelle on a assisté pendant le congrès international qui a eu lieu à Amsterdam. J'ai la chance d'être accompagnée de mes collègues. Il va y avoir Charlotte Guerloté, qui est coordonnatrice de recherche communautaire et qui est allée grâce à un financement de CanCure, le consortium canadien de recherche sur le VIH-Sida. Et elle va donc nous rapporter toutes les nouvelles sur la cure. On a aussi Léa Pelletier-Marcotte, qui est coordonnatrice du programme Droits de la personne, donc tout ce qui concerne la criminalisation du VIH et les droits de la personne plus largement. Et enfin, on a René Légaré, qui est coordonnateur des communications et qui a assisté au congrès grâce à la Société canadienne de santé internationale qui avait le pavillon du Canada au congrès. Donc, qu'est-ce que AIDS 2018? C'était la 22e conférence internationale sur le sida qui est organisée par la Société internationale sida, ou le International AIDS Society. Et le thème de cette année, c'était briser les barrières et bâtir des ponts. Donc, on a eu la chance de se sacrifier pour aller assister là-bas à Amsterdam. Il y avait 16 000 participants de plus de 160 pays. Il y avait 3 000 abstracts de soumis qui ont été présentés en fait de plus de 100 pays. Il y avait une douzaine de sessions satellites, de pré-conférences. Donc, comme je disais, on va vous présenter un petit bout de la conférence parce qu'on ne peut pas humainement tout vous dire, tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, sans plus tarder, je vais laisser. Ah oui, on a le plan de la rencontre, comme je vous disais. Donc, on va commencer par Charlotte qui va nous dire un peu comment la ville nous a accueillis. Donc en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que dès qu'on arrivait à l'aéroport à Amsterdam, déjà il y avait beaucoup d'affiches de la conférence. Donc on voit les trois rubans rouges, c'était le symbole de la conférence. On voit aussi un petit message en anglais de la Dutch HIV Community qui nous accueille à Amsterdam. Et en fait, dans toute la ville d'Amsterdam, il y avait des drapeaux de la conférence, des affiches, mais vraiment, vraiment partout. Et ça, c'était impressionnant de voir autant de visibilité autour de la cause du VIH-Sida, chose qu'en fait, on a beaucoup de problèmes en ce moment de rendre notre cause visible dans les lieux publics. Et donc, ça a été pour moi et pour l'équipe vraiment impressionnant de voir autant de cette visibilité. Donc on voit ici sur les ponts vraiment beaucoup de rubans rouges, même sur le tram à Amsterdam, donc c'était assez impressionnant. Et également beaucoup de campagnes de sensibilisation et pas juste dans quelques coins de rue, vraiment à chaque coin de rue, on ne pouvait pas manquer que la conférence avait lieu à Amsterdam. Donc là par exemple, on voit une affiche contre la stigmatisation en bas à gauche ou une affiche pour collecter des fonds par rapport à l'épidémie dans certains pays en Afrique où on a encore un problème d'accès au traitement. Donc voilà, donc ça pour ça, déjà en arrivant, c'était la grande surprise et la grande différence parmi toutes les autres conférences qu'on peut assister. Merci Charlotte. Voilà, donc j'ai passé, merci. C'est vraiment intéressant d'avoir, on sentait la ville qui vibrait au son de la conférence. Et maintenant, on va passer avec René qui va nous parler de la politique au fédéral. Oui, donc, comme vous le savez, c'est dans une conférence internationale et c'est un moment donc, pour les pays de pouvoir mettre de l'avant donc, les avancées, ce qu'ils font par rapport à la lutte contre le VIH dans leur pays respectifs. Et beaucoup de pays ont un pavillon, donc il y a vraiment un grand espace où il y a énormément de pays qui sont présents. Et le Canada n'a n'y échappé, donc il y avait aussi un pavillon donc, dans le cadre de AIDS 2018. Ce pavillon, donc, comme vous pouvez voir sur l'image, donc le slogan était misé sur notre diversité. Donc, qui est une traduction de Building on Our Diversity. C'était bon, je dirais que oui, ça peut être misé, mais ça peut être autre chose comme traduction, mais bon, ça se rapproche un peu. Dans le cadre de ce pavillon, donc, où est-ce que j'ai dû travailler 3 heures par jour, donc ça faisait partie de l'entente donc avec la bourse que j'ai obtenue. Il y avait, c'est ça, dans le pavillon, donc, on devait donc se promener pour accueillir les gens donc, à différents endroits. Il y avait donc 3 espaces. Il y avait l'espace échange. C'était vraiment le lieu où est-ce qu'il était donné à tous les jours au moins 2 conférences donc, sur divers sujets. Donc, je vous prépare, donc, entre autres, de Jean-Cyril Briard qui a présenté le mardi 24 juillet sur donc, ses programmes en éducation pour la prévention, mais également Léa Pelletier-Marcotte, ma collègue ici à côté de moi, qui a parlé donc de criminalisation. Nous avons aussi, donc, il y avait un espace information, donc
où est-ce qu'il y avait deux écrans télé, un écran télé géant où on présentait une vidéo, donc Positive Living HIV Stories from Canada, développée par la Société canadienne donc, de santé internationale et présentant donc l'histoire des personnes vivant avec le VIH, dont Ken Monteith, notre directeur. Il y avait aussi donc un espace où est-ce qu'il y avait deux télévisions interactives, où est-ce que les gens pouvaient aller voir les différents programmes existants au Canada, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau du milieu communautaire, au niveau de groupes de personnes vivant avec le VIH. Et le dernier, et non le moindre, était le photomaton, qui a permis d'attirer énormément de monde donc, à notre kiosque. Donc, les gens se faisaient prendre en photo avec un chapeau de cowboy sur la tête et avec une belle photo en arrière de montagne et une scène d'automne avec montagne et forêt. Donc, tout ça pour dire que la Société canadienne de santé internationale, pour ceux qui ne connaissent pas cette société, donc, a comme but d'améliorer la santé et l'équité en santé au Canada et à travers le monde en regroupant et mobilisant des personnes et des organisations. Ils comptent, donc, là, je n'ai pas réussi à voir le nombre de membres qu'ils ont. Les memberships, donc, est individuels ou par organisation. Et, pour revenir au pavillon, donc, nous avons reçu au-delà 160 pays différents ont passé par le pavillon, des gens de 160 pays différents, pour un total de 16 000 personnes donc, qui ont passé donc, au pavillon, dont, entre autres, la ministre de la Santé, donc Mme Ginette Petit-Paquet. Ce qui me permet donc d'en arriver au petit déjeuner que la ministre a organisé, l'équipe de la ministre a organisé. C'était le mercredi. Donc, nous devions avoir un petit déjeuner et au menu, nous avons eu aux pétillantes et aux plates. Donc, j'avais extrêmement faim, je dois vous dire. Et les personnes qui étaient invitées, c'était des Canadiens et des Canadiennes donc, qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH, comprenant donc des gens du réseau juridique, de CATI, d'organismes desservant les populations des Premières Nations, dont entre autres le Canadian Aboriginal AIDS Network, et aussi des personnes de Santé Canada, dont entre autres la médecin qui a coordonné la réalisation de la cascade canadienne. Donc, la ministre, ce qu'elle voulait savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'atteinte totale du 90, 90, 90 et même au-delà. Donc, voici un peu les sujets qui ont été abordés par l'ensemble des gens autour de la table. Il y a eu la criminalisation, évidemment. Il y a été question du système carcéral, donc en quoi, donc, comment on peut s'assurer que la mise en place donc, des CIS au sein des prisons fédérales soit rapide, mais aussi comment on peut mobiliser les responsables des prisons provinciales à éventuellement faire de même. Il y a des questions du système de santé et encore malheureusement des discriminations qu'on y retrouve très souvent, des bris de confidentialité, de la méconnaissance et du refus des soins basés sur les croyances religieuses. Donc, et ça, donc, ça avait été apporté surtout par des personnes issues des Premières Nations et donc, dont deux qui parlaient en lien avec l'après spécifiquement. Il y a des questions aussi de vieillir avec le VIH, donc et comment on peut adapter les soins et les services à la population vieillissante. Pour ma part, donc, j'ai parlé donc, de ce que j'ai appelé donc, silence égale discrimination. Donc, on n'a pas eu de campagne du ministère, donc du fédéral, campagne de communication, depuis plus loin que 2006. Je n'ai pas réussi à trouver quand a été la dernière campagne, mais en 2006, j'étais sur un comité de travail qui devait sortir une campagne en 2008, et cette campagne-là n'a jamais sorti car Harper est rentré au pouvoir à ce moment-là. Donc, après ça, donc, il a été souligné le fait, donc, qu'est-ce qu'on fait avec les 10-10-10 restants? Considérant que dans ce groupe, on doit sûrement retrouver une plus grande proportion de personnes qui sont à grand risque d'infection au VIH ou sinon des personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées. Et le dernier point, donc, quand on concerne la cascade de la stigmatisation. Quelqu'un a dit, donc c'est bien beau la cascade de soins, mais qu'en est-il de celle sur la stigmatisation? Comment, donc, le fait de faire partie d'un groupe ciblé par nos interventions dans des contextes divers d'intersectionnalité, exemple, donc, un homme gay qui est issu d'une communauté amérindienne, qui ne vit pas en réserve, va avoir plus de barrières donc, à accéder aux soins de santé qu'un homme gay blanc. Donc, ça, c'est ce qui concerne les intersectionnalités. Comment, donc, pour ces groupes-là, on peut faire pour que, justement, ces barrières qui se cumulent l'une sur l'autre, les éléments, comment on peut travailler pour les intégrer dans le système de santé. Je m'excuse, donc c'est un peu un dossier que je ne maîtrise pas encore très bien. Justement, sur ce, donc j'ai fait un peu de recherche. Et nous allons vous envoyer avec le rapport d'évaluation un document de l'ONU-SIDA sur comment diminuer les barrières à la stigmatisation dans le réseau de la santé, dans les réseaux de santé, mais aussi donc une recherche de Marie-Lou Gagnon sur la stigmatisation, qui donc a sorti entre autres des caractères types de stigmatisation qu'on retrouve donc dans le réseau, justement. Donc, voilà. Ce qui me permet donc de vous dire, pour finir, que le dernier point,
c'est que quelqu'un a évidemment demandé à ce que le gouvernement canadien appuie publiquement I égale I. En conclusion, la ministre n'a pas du tout pris aucun engagement pour aucun des sujets qui a été discuté, et encore moins pour I égale I. Ce qui me permet donc de vous présenter, de faire le switch entre donc, justement ce qui s'est passé au niveau politique fédéral et donc le troisième sujet qui est la prévention des diverses couvertures que nous avons fait. Premièrement, ben là, on va se vendre un peu. Ben, nous avons eu la chance d'avoir un poster dans le cadre de la conférence, donc sur l'évaluation que nous avons fait donc, de l'impact de la campagne Sexe au menu, que nous avons réalisé au cours des dernières années. Et c'est ça. Donc, ça fait quand même une journée assez achalandée. Nous avons eu régulièrement du monde donc, qui passait nous voir donc, pour poser des questions concernant le travail que nous avons réalisé. Donc, et ça m'amène à vous parler de la journée que nous avons eue donc, sur indétectable égale intransmissible, qui a été vraiment une journée complète d'échanges très, 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 très intéressants. Comme vous voulez, j'ai fait une tradition très bancale de Celebrate, Activate, Implement. Donc, célébrons, mettons en œuvre, bâtissons. Vraiment dans l'idée de c'est important de souligner le fait de I égale I, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun de chez nous donc, pour éventuellement démontrer, faire connaître I égale I, autant aux personnes concernées qu'au sein de la population générale. Donc, c'était une journée de déclaration. Dr. Fassi, qui est quand même le directeur donc, du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, du CDC, des Centers for Disease Control américains, vraiment donc dit que I égale I dans des contextes XYZ, je vais y arriver un peu après. Il y a Pietro Venazza qui a vraiment, durant toute la journée, parlé de I égale I pour pratiquement toutes les populations et qui en plus a été honoré, puis je pense qu'il le méritait grandement. Donc, et également, donc, en dernier lieu, et non le moins, l'Organisation mondiale de la santé a fait donc une sortie publique, donc par conférence de presse, annonçant leur appui à I égale I. Et ce qui suit, en fait, donc, ce qui a déjà été fait par les CDC américains et également par le NICSIDA. Donc, on en arrive à la première présentation de la matinée, donc, qui a été fait par le Dr. Fassi lui-même. Ce qu'il a fait, donc, il a fait un survol de l'histoire des avancées scientifiques que j'ai divisé en deux grandes périodes avec un gap à travers. Donc, il y a la période 94-98. Les flèches que vous voyez réfèrent à le nombre d'infections qu'on a pu voir dans des recherches scientifiques à l'époque, de personnes qui prenaient des traitements, diverses populations, et qui n'ont pas eu donc d'infections, le nombre d'infections qu'il y a pu avoir. Donc là, je dois mettre mes lunettes parce que je vois carrément rien. Donc, une recherche faite. Alors, mon Dieu, j'aurais dû noter la date, je ne la vois pas. En tous les cas, donc dans les trois, il n'y a pas eu d'infection du moment que la charge virale était rendue indétectable, donc en espérant que vous puissiez donc grossir de votre part et voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Il y a eu un gap après ça, donc de 8 ans. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé durant ce temps-là. Peut-être que les chercheurs ont décidé de se faire sur leur laurier et ont laissé aller, mais bon. En fait, donc, sûrement qu'il y a eu les recherches étaient sûrement en cours, j'imagine, depuis 7 ans. Et là, de 2005 à 2016, ce que Fassi a démontré, c'est qu'encore là, donc, beaucoup de recherches ont réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de transmission du VIH dans des contextes de suivi régulier, de traitement antirétroviral efficace et de prise optimale des médicaments. Donc, et là, donc, Dr. Fassi est arrivé après ça avec cette phrase « I égale I », seulement lorsque I est vraiment I. Et donc, et pour lui, ce qui est important, c'est le maintien de la charge virale du moment qu'elle devient indétectable. Il a établi deux périodes fenêtres, c'est un peu l'image que vous voyez donc, sur votre écran. Donc, une première période fenêtre qui consiste à l'initiation du traitement, qui, selon lui, dure en moyenne 6 mois, et dans laquelle on doit donc initier le traitement, l'ajuster le cas échéant, et donc s'assurer que la charge virale devienne indétectable durant cette période. Du moment que l'indétectabilité est arrivée, une autre période de 6 mois s'ajoute pour le maintien de cette charge virale, et c'est là qu'arrive l'importance des suivis réguliers et surtout de la prise optimale du traitement contre le VIH. Et ça, donc après ça, il considère, donc ça veut dire qu'on a un an avant de considérer qu'il n'y a plus de risque de transmission dans le contexte présenté. Donc à ce moment-là, dans 80 ans, on peut dire I égale I selon le Dr. Fassi. On a aussi, donc, durant la journée, qu'est-ce que ça peut servir I égale I? Donc qu'est-ce que ça peut
qu'est-ce que ça devient un peu comme outil? Donc, c'est un outil de communication très puissant, qui nous permet qui permet donc, en fin de compte, donc, de sensibiliser et donc d'amener, donc, avec le but, donc je suis désolé, donc avec le but d'améliorer la qualité de vie des personnes dans le VIH, de diminuer la discrimination à leur égard et donc aussi donc, de peut-être être un peu plus sensible donc, aux réalités des populations affectées. Vous avez ici, donc, dans les images, donc, des présentations qui ont eu lieu le matin que j'ai trouvé fortement intéressantes, entre autres un projet de recherche de l'Australian Research Center in Sex, Health and Society, donc de l'Université La Trobe en Australie, qui ont affirmé que I égale I et qui ont donc obtenu des témoignages de personnes dans le VIH et de l'impact que cela avait eu sur leur vie. Il y a aussi donc, le K égale K, donc, qui est l'équivalent vietnamien, qui ont présenté un projet donc, par le ministère donc, vietnamien, mais donc, appuyé par les CDC américains qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH au Vietnam. Et également la campagne du Terence Higgins Trust qui s'appelle Can't Pass It On, qui a eu lieu en Angleterre et qui avait des données fortement intéressantes qui vont nous aider, nous, dans notre travail au Canada, ici au Québec, pour travailler sur ce dossier, donc au niveau communication, sensibilisation. L'autre point qui était très important également, c'est qu'un détectable égal à transmissible peut être utile donc, dans la défense de droits. Donc, n'oublions pas que quand même, les iniquités sont très différentes d'un pays à l'autre. Et durant cette portion donc, de la journée de conférence, il y a eu donc certains intervenants de divers pays qui sont venus présenter un peu quels sont les obstacles et barrières auxquels ils font face et comment IGALI peut les aider dans ce travail. Il y a eu entre autres donc, une organisation communautaire donc, qui dessert l'ensemble de l'Europe de l'Est. Vous voyez un peu les drapeaux de tous les pays desservis par cet organisme-là. Pays de l'Europe de l'Est, comme vous le savez tous, qui font face à de grandes barrières concernant donc discrimination des populations, donc l'accès au traitement, ce que les gens pensent donc, par rapport au VIH et au dépistage. Et donc, c'est ça, donc eux, leur travail est évidemment de sensibiliser à travers I pour amener les gens à se faire dépister, pour faire comprendre que c'est tout le monde qui peut être concerné. Et que, donc, voilà. Et pour dernier point, il y a aussi eu quelqu'un du Venezuela qui est venu présenter. Donc, le Venezuela est en crise, comme vous le savez, depuis déjà quelques années. Et ils ont dénombré que 58 000 personnes vivant avec le VIH sont en rupture de traitement depuis déjà quelques années. C'est une très grosse population et qu'il n'est plus possible de faire de tests de CD4 ni de génotypage, phénotypage. Donc, la crise sociale affecte donc, la santé des personnes vivant avec le VIH et les met à risque donc, de mort, donc, malheureusement. Et ben voilà, je pense que ça fait le tour pour moi. J'attends que le micro arrive. Merci beaucoup, René, pour ta présentation. C'était super intéressant la journée IGALI, puis c'était vraiment sur le thème de la célébration. On sentait vraiment l'excitation face à ce nouvel outil qui permet de diminuer la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et une autre grosse étude qui était attendue pour un peu mettre le clou final sur I égale I, c'est les résultats de l'étude de Partner 2. Partner 1, c'est une grosse étude sur les couples. En fait, ça vise à estimer le risque de transmission du VIH lorsque la charge virale est indétectable dans un couple séro-différent. C'était estimé à 0, mais il manquait un peu de... Il n'y avait pas assez de couples d'hommes gays. Donc, Partner 2 a recruté 783 couples d'hommes gays séro-différents. Et le but, c'était de fournir donc une meilleure estimation du risque de transmission à l'intérieur de ces couples-là, qui ont eu pour un total d'environ 77 000 relations sexuelles sans condom, lorsque le partenaire séropositif maintenait une charge virale en dessous de 200. Et plus ou moins sans grande surprise, il y a eu 0 transmission du VIH à l'intérieur du couple, ce qui amène le groupe à dire que le risque de transmission quand la charge virale est indétectable est effectivement 0. Dans les couples, il y avait environ 20 d'UTS. Le partenaire séronégatif ne devait pas être sous PrEP ou prendre la PPE. Et donc, avec tout ça, il y a eu une quinzaine de transmissions, mais dont le VIH a été acquis à l'extérieur du couple. Ce qui faisait dire aux chercheurs, en fait, qu'il n'y a pas d'études, la même chose là, par rapport à la prévention du VIH à ce moment-là serait pour le partenaire séronégatif, mais par rapport à I égale I, il n'y a pas d'études supplémentaires qui sont nécessaires pour la transmission sexuelle dans les couples sérodifférents.
Et le chercheur a dit que ça prendrait à peu près 420 ans de relations sexuelles avant qu'il y ait un risque de transmission à l'intérieur du couple. Ce qui font que les chercheurs soutiennent activement I égale I. Et on souligne d'ailleurs à la Direction générale de santé publique du ministère qui a sorti une position ministérielle à ce moment-ci au Québec, là, en octobre, qui dit qu'à ce jour, il n'y a pas de preuve de transmission du VIH lorsque la charge virale est maintenue en dessous de 200 copies. Donc, on est très content de la décision du ministère de sortir cette position. Donc, je vais vite. Si jamais il y a des questions, vous pouvez toujours les écrire dans la barre de commentaires. Puis après que j'ai terminé, on pourra faire une petite pause questions. Une autre grosse étude qui était attendue aussi, c'est sur la PrEP. C'est l'étude de prévenir en France. La PrEP, s'il y a des gens qui sont moins familiers, ça c'est la prophylaxie pré-exposition qui permet, c'est la prise d'antirétroviraux avant une relation sexuelle pour prévenir une infection au VIH. C'est généralement prescrit à des gens qui sont à haut risque d'infection et il y a moyen de prendre quotidiennement ou à la demande selon les événements. Donc, l'étude de prévenir, l'objectif à long terme, c'est à Paris, c'est de diminuer de 15 le nombre d'infections au VIH chez les ARSA dans la région de Paris entre 2016 et 2020. Il vise à avoir 3000 participants, dont 85 ARSA et 15 autres que l'homme gay blanc qui est souvent représenté dans ces études-là, donc personnes hétéro, personnes trans. En date du 2 juillet, il y avait recruté 1600 patients environ, dont la majorité sont des ARSA. Il y avait 45 qui prenaient quotidiennement et 55 à la demande. Les gens peuvent échanger entre les deux modèles sans problème, mais le ratio reste sensiblement le même. Et à ce jour, à 7 mois de suivi, à peu près, c'est 0 infection au VIH qui est arrivé dans les deux groupes. Il y a eu, puis il estime à 85 le nombre d'infections qui ont été évitées. Il y a eu 2300 actes sexuels. Il y a à peu près 20 il y avait une question, c'est l'utilisation du condom à la dernière relation sexuelle. Il y a 20 des gens qui ont dit oui. Et ce qui est une donnée intéressante aussi, c'est l'utilisation correcte de la PrEP. À peu près 96 des gens prennent la PrEP correctement. Donc, ça peut être une inquiétude aussi. Si les gens ne prennent pas, ils pourraient peut-être développer une résistance au VIH, mais le prévenir à date montre que les gens suivent le traitement correctement. J'ai mis cette diapo-là parce que je me suis fait demander, les gens ont demandé pour savoir les effets secondaires de la PrEP. La majorité, c'est des effets secondaires gastro-intestinaux qui sont bien tolérés parce qu'il n'y a eu aucun arrêt de traitement lié aux effets secondaires. Puis, ce qui ressortait de l'étude aussi, c'est que les gens qui prennent la PrEP quotidiennement, il y a plus de partenaires et plus de relations sexuelles. Donc, on peut penser que les gens estiment bien quel type de PrEP convient mieux à leurs besoins. Les données sur les ITS n'ont pas été encore analysées, donc ça, c'est à venir. Ça va être intéressant de faire le suivi de ça. Et les conclusions, les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, ça confirme l'efficacité de la PrEP, puis il y a une bonne prise, il y a une prise adéquate du médicament et une bonne tolérance. La PrEP et les ITS, il y a une étude en Australie, PrEP-X, qui était une plus grosse étude, mais il y avait une sous-analyse d'à peu près 3000 participants sur l'effet de prendre la PrEP par rapport et l'augmentation sur le taux d'ITS. Après un an de suivi, il y a 52 des participants qui n'avaient pas d'ITS. Puis en fait, c'est que ceux qui en avaient, c'est un sous-groupe de participants. Je vous ai mis le tableau, je ne sais pas si c'est clair, mais 13 des participants avaient 53 des diagnostics. Donc, puis 25 avaient comme 76 des diagnostics. Dans il y a certaines personnes qui ont beaucoup de diagnostics d'ITS. Et le facteur de risque ITS, c'était plus lié au nombre de partenaires, à la participation au sexe en groupe que l'utilisation ou non du condom dans cette étude-là. Il y avait une autre étude aux États-Unis que là, c'était prescrit chez les hommes qui n'étaient pas nécessairement à haut risque de VIH, donc d'ITS aussi. Mais on voyait qu'avant la PrEP, il y avait à peu près 7 d'ITS. Pendant la PrEP, il y avait 10 puis après, il y avait 2 d'ITS. Donc, ça dépend un peu des études, mais globalement, on voit que oui, il y a une diminution de l'utilisation du condom depuis à peu près 15 ans qui s'est accélérée avec l'avenue de la PrEP. Mais comme Dr Molina disait, ce n'est pas une raison pour ne pas prescrire la PrEP. Évidemment, c'est une stratégie qui est hautement efficace pour le VIH et qui devrait être recommandée à toute personne à qui ça peut s'adresser. Des études intéressantes sur la PrEP et les hormones féminisantes. La grande question, est-ce que la prise d'hormones interagit avec la prise de médication?
C'est une étude en Thaïlande sur 20 femmes trans qui prenaient les hormones qui sont inscrites à l'écran. Et les études montraient finalement qu'il n'y avait pas de diminution, quand il y avait prise de PrEP et d'hormones, il n'y avait pas de diminution de la concentration d'hormones. Par contre, il y avait une diminution de 13 dans la concentration de tenofovir, qui est une composante de la PrEP. Mais la concentration, même si ça diminuait, ça restait dans les taux nécessaires à ce que le médicament soit efficace. Donc, oui, il y a plus d'études nécessaires, mais ces résultats suggèrent que les femmes trans n'auraient pas à choisir entre la PrEP et les hormones. Changement de sujet. Les objectifs 90, 90, 90 de l'ONU-SIDA, on se rappelle pour 2020, 90 des gens qui vivent avec le VIH connaissent leur statut. 90 de ces gens-là ont accès au traitement, mais sont sous traitement et 90 de ces 90 %-là ont une charge virale supprimée. Donc, mondialement, on en serait à 75, 79 et 81 % respectivement. Donc, est-ce qu'on est on ou off target? Bien, c'est un peu fragile parce qu'on pourrait, s'il y a une hausse dans le financement, même un ajout dans les financements, il y a vraiment des efforts globaux qui se font. Donc, on peut penser qu'avec les coupures, le manque de volonté politique de plusieurs pays, bien, on serait off target. Il y a aussi les objectifs globaux et après ça, par sous-population. Deux exemples, on voit ici les personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement, puis le petit point, c'est l'objectif pour 2020. On semble pas pire, mais quand on regarde le nombre d'enfants qui ont accès au traitement, bien, on est off target. Donc, c'est la même chose pour l'Europe. Il y a eu des pays qui ont fourni des données. Donc, globalement, c'est le 81, 84, 88 % pour l'Europe au complet, mais si on regarde l'Europe de l'Est, puis la Russie, en plus, n'a pas fourni de données, là, on tombe dans du 57, 45, 57. Donc, l'atteinte des objectifs est peu probable et peut être difficile à atteindre, malheureusement. Par contre, au Canada, on a l'Agence de santé publique qui a sorti les estimations pour 2016. On est sur la bonne voie, ça va bien quand même. On est à 86 % des gens qui vivent avec le VIH qui connaissent leur statut, donc ça ferait 14 % des gens qui ne le savent pas. 80 % qui suivent un traitement et 91 % des personnes qui suivent un traitement qui ont une charge virale supprimée. Donc, entre 2014 et 2016, si je ne me trompe pas, il y aurait eu 2165 nouvelles infections d'éviter avec l'amélioration de la cascade. Donc, l'autotest, ce fameux autotest qui était un grand thème de la conférence qui est revenu à plusieurs reprises, il y a plusieurs initiatives qui le favorisent, comme ça permet de rejoindre des personnes qui souvent ne sont pas rejointes par les méthodes traditionnelles, et notamment les hommes. Il y a comme un mouvement de personnes qui disent qu'il faudrait s'adresser aux hommes parce qu'en s'adressant aux femmes, c'est seulement la moitié de l'épidémie qu'on rejoint. Donc, il y a notamment le prince Harry et Elton John qui lancent le Men's Star Coalition avec d'autres partenaires qui investissent à peu près 1 milliard dans les prochaines années pour différentes initiatives, notamment le dépistage. Je ne présenterai pas d'études en tant que telles parce qu'il y a quand même des grandes lignes qui se dégagent. Donc, on voit ici, c'est le Star Initiative. Puis en arrière, c'est les petites tentes qui permettent aux gens de pouvoir faire l'autotest en toute discrétion. C'est pas pour faire de la pub à la compagnie pharmaceutique qui fait le Oraquick, mais je trouve ça très drôle, comme si le test sanguin au bout du doigt, c'est la pire chose du monde comparé à le test oral. Finalement, c'est vraiment de faire un swab dans la bouche, le mettre en contact avec une solution 20 minutes plus tard. C'est un test qui réagit à la présence d'anticorps au VIH, donc il faut confirmer le diagnostic par test sanguin. Mais quand même. Donc, il y a différentes études qui ont montré qu'il y a un haut taux d'activité et c'est préféré aux tests rapides sanguins. Donc, peut-être qu'ils ont raison dans leur marketing. Ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui ne sont pas faites dépister. Et par rapport, il y a des gens qui se demandent, mais si la personne est toute seule, elle reçoit un diagnostic VIH, elle pourrait soit tomber dans l'automutilation ou dans des comportements de self-harm. Et puis, Unitaid, qui a distribué 1 million de tests, a rapporté aucun self-harm. Au Vietnam, il y a eu 4000 tests distribués, puis 2 personnes qui ont un diagnostic positif avaient des idéations suicidaires, mais comme c'était dans un contexte de recherche, ont été pris en charge et à date, ça va bien ou ça va mieux, minimalement. Donc, c'est une bonne méthode efficace qui permet de rejoindre plusieurs personnes. Puis, dans d'autres moyens de distribution, on a vu la distribution en porte-à-porte dans certaines communautés en Afrique.
qui était préférée à la distribution par le partenaire, le Fonds de la femme pour rejoindre les hommes. Une distribution d'autotests dans les saunas. Puis c'est aussi vendu sur le dark web par les personnes qui consomment des drogues et en même temps qu'ils vendent de la drogue, ils vendent des autotests. Donc, il y a plusieurs façons différentes pour rejoindre le plus de monde possible. Et au Canada, en ce moment, il n'y a aucun test à domicile qui a été approuvé. Vous voyez ici la map des pays. En vert, c'est qu'il y a des politiques. Et le rien sur nous sans nous. Je vais terminer avec ça. Il y avait, mais là je manque de temps un peu pour vous présenter, mais il y avait 2 cliniques par et pour les personnes trans, une au Royaume-Uni et une en Thaïlande. C'était super intéressant. Et c'est vraiment des services de santé globaux. On a des services de santé sexuelle, des services d'hormonothérapie ou d'affirmation du genre et des services de bien-être. Donc, autant un peu de la psychothérapie que du yoga, de l'acupuncture. Donc, vraiment des services holistiques. Et c'était le thème vraiment on le sait, que ça fonctionne, le par et pour. Puis, il y avait un autre thème qui revenait, c'est les hard to reach, ceux qui les populations clés qui sont difficiles à rejoindre. Puis, on a Erika Castellanos, qui est une femme trans militante, qui disait, mais c'est quoi ça difficile à rejoindre? Tu sais, si ça dépend de comment tu essaies de rejoindre, puis qui fait le outreach. Pardon, puis qu'on a vu dans la conférence, moi, c'est ça que j'ai retenu, le par et pour, l'autotest, les principes JIPA, MIPA, tout ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en application si on veut vraiment éradiquer le VIH? Il y avait aussi à soulever la question de, ouais, mais OK, le financement, est-ce que ça finance les vrais besoins des populations clés ou ça finance un peu leur agenda politique qui, finalement, ne permet pas de rejoindre efficacement les populations clés? Et aussi, par rapport à l'implication significative, je veux dire, souvent, l'implication, ça s'arrête à la collecte de données, mais les personnes doivent être impliquées dès le design de l'expérimentation jusqu'à la dissémination des résultats de façon significative. Et mon coup de cœur, David Milbranch, un docteur d'Atlanta, c'était merveilleux sa présentation. Il y a un standing ovation à la fin, puis il s'identifie comme homme gay noir, puis il disait, mais appelez-nous pas difficile à rejoindre parce que vous ne savez pas comment nous rejoindre. C'est stigmatisant, ça blâme la victime, puis oui, il y a des facteurs individuels, mais il a vraiment appelé à une introspection du milieu médical. Il a fait un parallèle avec la restauration. Il disait, si on ouvre un restaurant, il y a 100 personnes qui viennent. 2 mois plus tard, il y a juste 40 personnes qui reviennent. On va se poser des questions. Est-ce que c'est un bon emplacement? Est-ce que le service est adéquat? Est-ce que la nourriture est fraîche? Etc. Mais si quelqu'un ne revient pas en clinique, c'est comme, ah, il est difficile à rejoindre. Et, j'ai comme un momentum. Donc, c'est ça, il rappelait toutes les avancées médicales, la PrEP, I égale I, les autotests, mais il disait que côté social, ben, on traîne de la patte côté habileté sociale. C'est important de prendre en considération les dynamiques de pouvoir qui peuvent arriver en clinique, ben, qui peuvent et arrivent en clinique. Puis comment, ben, c'est se demander comment nos biens implicites peuvent influencer la clinique, l'importance d'utiliser les bons pronoms, de reconnaître que les communautés en connaissent plus sur elles-mêmes que le médecin dans sa clinique. Puis ça, c'est ses mots à lui, mais il disait que c'est important de donner un peu de soi en clinique, ne pas être seulement un robot dans un manteau blanc. Et en terminant, il suggérait une nouvelle cascade qui est la cascade de la santé sexuelle. Puis par rapport notamment aux personnes racisées, mais c'était d'avoir une identité raciale et sexuelle positive, d'être en lien avec sa famille, ses amis, sa communauté, d'être engagé les uns envers les autres et d'avoir une santé sexuelle exprimée. Donc, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant d'avoir un médecin qui parlait à ses pairs aussi pour inciter un peu à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens, même si on a les bonnes intentions, garder les gens hors des milieux de soins. Donc, si vous avez des questions, avant de passer la parole à Charlotte, sur ce qu'on a vu, ça fait beaucoup de stock, mais je vous laisserai une petite minute avant qu'on puisse passer à la queue. On dirait que tout est clair. Je pense que oui. Donc, je vais passer sur la recherche sur la guérison qui a été présentée à Amsterdam. Donc, en fait, moi, j'ai quasiment essentiellement participé aux sessions sur la guérison, donc c'est pour ça que je vais vous présenter ça aujourd'hui. Pour faire le lien un petit peu avec ce que vient de dire Martine, les voix des communautés sont également présentes dans la recherche sur la guérison, puis particulièrement impliquées aussi durant cette conférence. Et ils ont rappelé à quel point c'est important de garder la communication entre ces deux milieux, entre le milieu communautaire et le milieu de la recherche,
et que c'est vraiment important aussi d'impliquer la communauté dans la conception des essais cliniques et dès le début. Et il y a une personne des communautés qui présentait à la fin d'une session et il a rappelé « We need you and you need us ». Donc oui, les personnes des communautés ont besoin de la recherche pour avancer dans la qualité des traitements, mais aussi il ne faut pas oublier que les chercheurs ont besoin des personnes des communautés pour faire les essais cliniques, etc. Sans les personnes vivant avec le VIH, il n'y a pas de recherche. Donc c'était un beau rappel, puis c'est important de le rappeler en fait régulièrement. Donc, qu'est-ce que la recherche en fait sur la guérison? On voit souvent un petit peu cette idée mystique du remède magique et puis le savant fou dans son laboratoire enfermé qui va enfin trouver la cure. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, en fait, la recherche fondamentale sur la guérison étudie tous les différents aspects du virus et en détail. Et cela pour à la fois protéger le corps contre l'infection du virus en boostant le système immunitaire. Donc là, on va parler du vaccin. Pour contrôler plus efficacement le virus sous traitement, et donc là, on va en fait avoir des traitements antirétroviraux plus efficaces. Donc, c'est des recherches qui vont permettre d'avoir des traitements plus efficaces. Enfin, on vise aussi à ne plus être dépendant du traitement, et ici, on parle de guérison fonctionnelle. Et à la dernière étape, ne plus avoir aucune trace du virus dans le corps, et c'est là qu'on parle de guérison complète. Donc, c'est pour montrer en fait que l'ensemble de la recherche sur la guérison étudie et cherche toutes ces différentes étapes. Donc, dans ma présentation, je ne vais pas m'attarder sur le vaccin, malheureusement. Je sais que c'était une question qui avait été posée, mais c'est un domaine que je maîtrise très peu, et en fait, je n'ai pas été voir de présentation sur le vaccin. Donc, je vais m'attarder plus sur la guérison fonctionnelle et la guérison complète. Donc, qu'est-ce que la guérison fonctionnelle? Donc, ce qu'on sait, le contexte aujourd'hui, c'est que sous traitement, le virus arrête de se multiplier dans le corps. Il est inactif. Mais le problème, c'est qu'il se cache à l'intérieur de certaines cellules du système immunitaire et dans les tissus, et c'est ça qu'on appelle la cellule réservoir du VIH. Par contre, dès l'interruption du traitement, le virus se réactive. Donc là, une des solutions que les chercheurs sont en train d'élaborer, c'est d'essayer de bloquer le virus après l'interruption du traitement. Donc là, on va parler de la stratégie block and lock. Et cette stratégie vise à la fois à renforcer l'inactivité du virus, à l'enfermer à jamais dans la cellule sans qu'il puisse s'en sortir, pour ensuite arrêter le traitement. Donc en fait, ça permet que là on parle de guérison fonctionnelle puisque le virus est toujours présent dans le corps, mais il est complètement inactif et il permet aux personnes vivant avec le VIH de ne plus être dépendantes du traitement. Donc une image qui a été reprise par le chercheur Brad Jones, c'est l'image du réservoir. Donc en fait, la stratégie block and lock a la même image qu'une digue qui vient bloquer l'eau d'un réservoir. Le réservoir va vraiment pouvoir être bloqué par cette digue. Et la stratégie block and lock, c'est vraiment ça, de consolider ce barrage pour que plus jamais il y ait de fuite. Donc par exemple, l'idée, là, comment expliquer? Le barrage, on n'a pas besoin de faire des constructions à tous les jours, on n'a pas besoin d'aller le réparer tous les jours pour que l'eau ne s'enfuit pas. Donc l'idée du traitement, c'est la même chose. L'idée de la stratégie block and lock, c'est la même chose. C'est qu'on consolide le barrage une fois pour toutes et après on peut rester tranquille et on n'a plus besoin de prendre le traitement. Donc, plus en détail, en fait, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a certaines personnes, puis c'est très rare, qui ont des prédispositions génétiques et arrivent à contrôler naturellement le virus. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais pris le traitement et qui contrôlent naturellement le virus. Et cela, on les appelle les elite controllers. Il y a d'autres personnes qui ont commencé le traitement très tôt, donc on parle de quelques semaines après l'infection, qui ont réussi à interrompre le traitement pendant une longue période. Et il y a une personne ou plusieurs dans son cas qui ont eu un maximum de 10 ans, qu'on peut arrêter le traitement pendant 10 ans et maintenir le virus inactif. Et ici, on parle des post-treatment controllers. Donc, de façon générale, on démontre aussi que plus le traitement est pris tôt, mieux c'est, mais cela n'empêche pas le virus de s'installer dans les cellules des réservoirs où le traitement ne parvient pas à le déloger. Donc là, c'est encore problématique. Mais donc, dans cette stratégie block and lock, les chercheurs vont vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les elite controllers, qu'est-ce qui se passe chez les post-treatment controllers, pourquoi eux, ils arrivent à mieux contrôler le virus et pas d'autres. Et là, la conclusion, c'est qu'en fait, on n'arrive pas vraiment encore très bien à comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à contrôler le virus et pas d'autres.
Donc là, je reprends la citation des recherches du Dr Dix. Et aussi, on ne sait pas encore quel est le meilleur moment opportun pour interrompre le traitement. Donc, au final, où on en est, c'est jusqu'à présent, tous les essais cliniques qui ont été faits autour de ces stratégies n'ont pas entraîné de dégradation suffisante du réservoir. Les réservoirs du VIH est toujours assez intense et la charge virale n'arrive pas à être contrôlée après l'interruption du traitement. Donc, en fait, davantage d'essais cliniques vont être effectués pour mieux comprendre toute cette stratégie. Et là-dessus, ce qui était vraiment intéressant, c'est que les personnes qui étaient présentes des communautés, à la fois dans la salle et dans les sessions, qui faisaient des présentations, ont beaucoup parlé des enjeux cliniques et de leur perception. Donc là, par exemple, il y a eu un commentaire sur « Oui, mais en fait, l'interruption de traitement, c'est pas une nouvelle pratique. À cause des effets secondaires ou de la toxicité, les personnes avaient l'habitude elles-mêmes d'interrompre leur traitement. Mais c'était très mal vu par les médecins. Pourquoi ça serait mieux perçu lors d'essais cliniques ?» Et donc là, le docteur Dix disait, bon, ben, en fait, lors d'essais cliniques, il y a un grand suivi de la charge virale et à partir du moment où on observe un rebond viral, ben, la personne reprend son traitement. Donc, c'est pour ça que c'est une meilleure perception. Enfin, il y avait aussi un autre point de vue sur qu'il est essentiel que dans les formulaires de consentement de ces recherches d'essais cliniques qui expliquent en détail et de manière compréhensible tout ce que l'interruption du traitement peut impliquer. Et là, de manière plus compréhensible, ça paraît anodin, mais en fait, il y a beaucoup de commentaires qui disaient que dans les consentements, c'est expliqué encore trop de manière scientifique et que les personnes ont du mal à saisir tous les enjeux. Et que quand on arrive avant un essai clinique, on n'est pas forcément concentré sur la biologie, etc. Donc, les personnes, des fois, ne sont pas au courant de tout ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment important de mieux construire ces formulaires de consentement. Et enfin, il y avait des commentaires sur l'inquiétude pour le partenaire de la personne qui participe à l'essai clinique. Et donc là, il y a un des commentaires de Clark, c'est une personne qui participe activement aux essais cliniques, qui disait que pendant l'étude, donc lorsqu'il a interrompu son traitement, son partenaire séronégatif était sous PrEP et qu'en fait, il prenait autant de précautions que s'il avait une charge virale très élevée. Donc, aujourd'hui, de manière générale, le docteur Dix affirme que, et les chercheurs en général, que le traitement ne sont pas encore assez efficaces pour l'interrompre de manière sécuritaire et avoir aucun risque. Malheureusement, on en est encore là. Vers la guérison complète. Quand on parle de la guérison complète, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, la stratégie block and lock que je viens d'expliquer ne fait pas le consensus dans la communauté scientifique. Puis là, c'est intéressant de voir à quel point les chercheurs ne s'entendent pas vraiment sur ces stratégies, mais ça serait un autre débat. Donc, une des stratégies pour éradiquer complètement le virus, c'est la stratégie shock and kill. Donc ça, c'est sur laquelle on va travailler pour éliminer complètement le virus. Cette stratégie, elle permet à la fois de faire sortir le virus qui sont cachés dans les cellules réservoirs et qui sont inactifs. Donc, le virus va sortir de ce réservoir et à partir du moment où il est sorti du réservoir, on peut aller le supprimer. Donc, l'objectif, c'est de réduire le nombre de cellules réservoirs jusqu'à l'éradication complète du virus. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à cette stratégie, c'est qu'elle a fonctionné dans des études chez les singes, mais qu'aucune étude n'a été démontrée des résultats satisfaisants chez l'humain. Donc, beaucoup de progrès, en fait, pendant Amsterdam, beaucoup d'études ont montré qu'il y a eu beaucoup de progrès pour faire sortir le virus des cellules réservoirs, donc le côté choc, mais il y a encore beaucoup de progrès qui restent à faire pour supprimer le virus une fois qu'il est sorti, donc dans le côté kill. Et aussi, il y a des risques. Est-ce qu'il y a des risques en fait à cette stratégie? Et il y a plusieurs personnes qui ont fait part de leur inquiétude. Et donc là, le procédé qui fait sortir le virus caché des cellules réservoirs pourrait activer d'autres éléments. Donc là, c'est pas trop clair. Il faudrait poser la question à des chercheurs. Quels éléments? Donc pourrait activer d'autres éléments que ceux ciblés par les chercheurs et notamment dans le cerveau. Donc là, il y a comme un flou. On ne sait pas vraiment si c'est un risque ou pas. Mais les chercheurs affirment que c'est jamais arrivé dans les essais cliniques jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, les chercheurs, comme je disais dans le débat des stratégies, il y a des chercheurs qui sont contre en fait ces stratégies shock and kill et qui préfèrent aller sur la stratégie block and lock et l'interruption sécuritaire du traitement.
Ce qui était intéressant, ce qui est revenu assez souvent à les présentations, c'est la diversité génétique du VIH chez une même personne. Donc là, ce que je vous présente, le schéma avec plein de couleurs, c'est un arbre phylogénétique qui montre la divergence de séquences génétiques du VIH chez une même personne au fil des ans. Donc en fait, le virus du VIH a cette particularité de se reproduire énormément, mais à chaque fois qu'il se reproduit, des fois, il fait une petite erreur dans son code génétique. Et là, du coup, il y a pour une même personne, il va avoir des codes génétiques différents du VIH. Et on voit cette diversité avec cette couleur. Et là, on parle vraiment d'une même personne sur le fil des ans. Donc, c'est assez extraordinaire à ce niveau-là. Et ça démontre à quel point c'est compliqué d'éradiquer complètement le VIH, parce qu'on doit considérer l'ensemble de ces variantes génétiques pour éradiquer complètement. Donc, ça permet de nuancer un petit peu la recherche, savoir pourquoi on ne trouve pas la cure après 30 ans, etc. Mais c'est vraiment, vraiment très, très complexe, en fait. Et plus on avance dans la recherche, plus on réalise à quel point c'est complexe. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment surpris et voire désolée durant cette conférence à Amsterdam. Enfin, la seule personne complètement guérie du VIH, c'est Timothy Ray Brown, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est encore très actif dans le milieu de la recherche. En fait, il était présent à toutes les sessions sur la guérison. Et donc, pourquoi Timothy Ray Brown est guéri? Donc, en fait, Timothy, il avait un cancer. Et afin de traiter son cancer, donc une leucémie aiguë, on lui a transplanté des cellules souches dans lesquelles il y avait des cellules du système immunitaire très particulière parce qu'elle ne possédait pas de porte d'entrée du VIH. Donc, c'est des cellules qui sont vraiment très rares, mais puisqu'on lui a implanté ces cellules qui ne possèdent pas de porte d'entrée au VIH, l'ensemble de son système immunitaire s'est adapté à ces cellules et ce qui a permis d'éradiquer complètement le VIH dans son corps. Donc, c'est la seule personne qu'on peut affirmer aujourd'hui que quand on fait des analyses de la charge virale, il n'y en a plus du tout. Est-ce que c'est possible de reproduire cette opération? Donc en fait, c'est une opération malheureusement qui est très très risquée et complexe et elle ne garantit pas la survie de la personne après l'opération. Par contre, euh, c'est qu'il y a d'autres personnes vivant avec le VIH et qui vivent avec aussi un cancer très avancé, comme le cas de Timothy Brown, qui ont également vécu une opération similaire à celui-ci. Et il y a une étude qui a observé ces différents cas. Et là, dans ces différents cas qui ont été observés, 2 personnes ont réussi l'implantation, parce que ça aussi c'est extrêmement rare. Et parmi ces deux personnes-là n'ont plus de VIH dans leur sang. Donc ça, on peut l'affirmer, c'est quand même une grande réussite. Par contre, par rapport à Timothy, elles ont encore, mais de façon très faible, un taux de VIH dans les tissus. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore parler de plusieurs personnes comme Timothy Brown qui a guéri complètement du VIH. Enfin, j'aimerais présenter le point de vue d'une chercheure, et non la moindre, Françoise Barré-Sinoussi, qui est la prix Nobel pour avoir découvert le VIH en 1983, qui était également très impliquée à Amsterdam et que j'ai aussi eu la chance de rencontrer, qui affirme que pour elle, je ne sais pas comment on va pouvoir éradiquer toutes les stéroïdes réservoirs du VIH. Enfin, et c'est là qu'elle nuance, je ne pense pas le voir de mon vivant. Donc pour elle, c'est vraiment, vraiment trop compliqué. Et puis peut-être qu'on va pouvoir y arriver, mais dans un long terme. Puis elle nuance aussi que qu'on est encore loin de contrôler entièrement le virus sans traitement, mais la recherche sur la guérison fonctionnelle que je viens d'expliquer et le vaccin sont prometteuses et réalistes sur le court et moyen terme. Donc en fait, c'est plus pour demain, c'est plus une guérison fonctionnelle sur laquelle on peut croire et qui va fonctionner, qui va pouvoir être réaliste par rapport à la guérison complète du VIH. Et enfin, la chercheure, elle met vraiment l'emphase sur la nécessité de collaborer davantage avec les communautés. Puis elle nous a rappelé à quel point, tout au début de l'épidémie, s'il n'y avait pas eu les communautés aussi impliquées, on n'en serait pas là aujourd'hui et qu'il faut continuer cette collaboration. Et c'est rare d'avoir des chercheurs autant impliqués dans ce milieu-là, mais au moins, et on voit, c'est une chercheure dans le milieu de la recherche fondamentale qui est là depuis le début de l'épidémie et elle continue
d'appuyer que la collaboration avec les communautés est essentielle. Là, j'avais fini avec la... Est-ce que il me reste 2 minutes? Tu peux prendre 2 minutes. 2 minutes. J'ai eu aussi la chance de participer, donc rien à voir avec la guérison pour le coup, à un atelier sur l'index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH qu'on est en train d'implanter au Québec à la Coxida avec Patrice Saint-Amour, notre nouveau coordinateur. Et ce qui était très intéressant, mais très brièvement, c'est de voir à quel point, donc c'est un projet qui dure depuis 10 ans à travers le monde, et l'ensemble, en fait, il y avait énormément de personnes qui représentaient des pays à travers le monde, tous les continents dans cette salle. Et chacun présentait, bon ben moi, par rapport à mon projet, voilà ce qu'il en est, et puis il y a encore ça, mais puis est-ce que l'index va vraiment être efficace? Quel impact ça a eu? Puis d'autres personnes qui ont présenté, qui en fait ont fait l'index de la stigmatisation il y a 10 ans, puis qui l'ont refait une deuxième fois, qui ont permis de voir effectivement, il y a une réduction de la stigmatisation, mais du moins pour la personne, donc réduction de la stigmatisation intériorisée, puis aussi dans son entourage. Donc finalement, c'est quand même, malgré la difficulté qu'on a d'éradiquer complètement la stigmatisation du VIH, c'est quand même un outil, l'index, qui fonctionne. Donc voilà, je m'arrêterai ici. C'est parfait, merci pour ma beaucoup. participation. Charlotte, tu as relevé un défi complexe qui est de résumer la cure, vulgariser en fait les éléments de la cure, puis bravo, moi je trouvais ça très très clair. Tout de même, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire encore une fois dans la boîte de commentaires. Je laisserai Léa pour poursuivre avec sa partie, mais on va prendre un petit minute à la fin pour répondre à vos questions, mais pendant que vous passez par la fin, je vous invite peut-être à les noter. Donc Léa, je te laisse la parole. Oui, donc je vais aborder un peu la question des diverses facettes des droits de la personne qui ont un peu rayonné ou fait jaser du moins à Amsterdam. On parle non seulement à l'intérieur de la conférence, mais aussi autour d'événements qui entouraient la conférence. Donc, je vais me concentrer sur 2 questions en particulier. La criminalisation du VIH sous toutes ces formes qui a occupé le 3/4 de mon temps à Amsterdam. Non seulement à l'international, parce qu'on sait que c'est une problématique qui n'est pas propre au Canada. Il y a plusieurs pays dans le monde, plusieurs dizaines de pays dans le monde qui criminalisent d'une manière ou d'une autre le VIH, mais aussi la question du travail du sexe. Donc, sans plus tarder, parlons de la criminalisation et fait à noter, la conférence internationale sur le sida les dernières années été vivement critiquée pour l'absence de place laissée à la question de la criminalisation par les années passées, qui a culminé un peu en 2016 à Durban. Mais cette année, on a vraiment vu que les organisateurs avaient une volonté de mettre cette question à l'agenda et on en a beaucoup, beaucoup parlé. Donc, effectivement, la criminalisation, c'est un phénomène international, comme je le mentionnais. Il y a eu une journée de pré-conférence entière consacrée à la criminalisation, notamment le symposium Beyond Blame, organisé par le réseau HIV Justice Worldwide. Donc, il y a environ 170 personnes qui ont participé à cette journée qui portait entièrement sur la criminalisation, non seulement sur un état des lieux de la criminalisation à l'international, sur les stratégies à envisager pour lutter contre la criminalisation au niveau international, mais aussi des témoignages de personnes qui ont été criminalisées, qui ont même été... on a eu des personnes à qui le VIH avait été transmis et qu'on a poussé à porter plainte envers leur agresseur, qui ont porté plainte contre pas l'agresseur, mais bon, selon le droit, c'est des agresseurs, mais qui ont changé leur fusil d'épaule et maintenant, ils sont des activistes contre la criminalisation. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a eu une diversité de témoignages et de participants. On avait des activistes, des chercheurs, des avocats, des médecins qui étaient là. Et c'était tout à fait intéressant. Donc, la journée était divisée en 3 séances plénières, une sur une espèce d'état des lieux, l'autre sur les témoignages et l'autre sur les perspectives, notamment féministes, sur la criminalisation. Puis la 4e séance de la journée était divisée en 3, donc les participants ont été divisés en 3 sous-groupes. La stratégie judiciaire, donc qui est pour les avocats, comment réagir face aux médias. Puis l'autre, comment construire des liens avec d'autres mouvements, notamment les mouvements contre la criminalisation des drogues. Donc,
pour ceux que ça intéresse, la conférence en entier est disponible sur YouTube. Le gros événement du moins sur la criminalisation internationale qui s'est passé à Amsterdam, c'est la publication de la déclaration de consensus d'experts sur la connaissance scientifique relative au VIH dans le contexte du droit pénal. Donc, ce n'est pas un titre qui est facile à résumer ou à dire rapidement. Donc, il y a 20 auteurs de cet article scientifique qui a été publié et 70 signataires. Donc, on parle ici d'experts de sommités dans la science du VIH, de médecins, de chercheurs de partout dans le monde qui ont travaillé ensemble pour rendre ce document-là. Et je vais vous donner un aperçu un peu de son contenu maintenant. Donc, l'objectif de cette déclaration, c'est notamment d'aider les experts scientifiques qui seraient appelés à témoigner dans les cas de criminalisation du VIH, du moins lorsque le VIH est un enjeu, de vulgariser cette information-là, cette science-là qui est parfois un peu opaque, notamment sur les dynamiques de transmission, et conséquemment, de par cette vulgarisation-là, s'assurer que la loi soit appliquée de manière correcte et cohérente avec les données les plus récentes sur la science du VIH. Donc, il s'agit d'une opinion d'experts qui est divisée en 3 parties. On parle notamment des dynamiques de transmission, donc la possibilité de transmission par rapport aux risques selon l'acte, les conséquences à long terme d'une infection au VIH et les risques et potentiels de l'analyse phylogénétique. Et donc, on va revenir un peu sur l'arbre présenté par Charlotte tout à l'heure. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, en ce qui concerne la section sur la possibilité de transmission du VIH, les experts ont adopté un continuum qui va de faible possibilité à possibilité nulle. Et donc, le critère au milieu, c'est négligeable. Donc, faible, négligeable, nul. Et donc, vous comprenez que le plus haut niveau de risque est le risque faible. Et sur les types d'actes étudiés, on parle de relations sexuelles, de crachats et de morsures. Les experts ne se sont pas penchés sur les risques de transmission via le partage de matériel d'injection. Donc, les 5 premiers critères, vous voyez, c'est dans le contexte sexuel, notamment. Donc, de faible à nul, c'est toute relation sexuelle, rapport sexuel vaginal ou anal, le risque se situe à travers le continuum, donc de faible à nul. Négligeable à nul, on parle de rapport sexuel oral. Et ce qui est intéressant, c'est nul lorsqu'il y a utilisation correcte d'un préservatif et c'est nul lorsqu'il y a une charge virale indétectable. C'est de façon intéressante, c'est aussi négligeable à nul lorsqu'il y a une charge virale faible. Les experts s'entendent aussi sur le fait que c'est nul lors d'un crachat, même lorsqu'il y a du sang mélangé à la salive, et que dans de circonstances très extrêmes, donc vous imaginez un peu les images, il y a un risque qui peut être négligeable à nul dans les cas de morsure. Sur la deuxième partie, donc les conséquences d'une infection liée au VIH, c'est vraiment pour dresser un portrait mis à jour un peu de l'espérance de vie, de la qualité de vie des personnes qui vivent avec le VIH, parce que souvent, dans les cas de criminalisation, on va utiliser les conséquences de l'infection pour juger de la gravité de la peine ou de la décision qui va être prise. Donc, c'est toujours pris en compte. On a souvent parlé d'une sentence de mort, d'une infection grave qui va affecter la vie d'une personne, et les experts viennent relativiser du moins les conséquences de cette infection-là. Donc, on mentionne que les thérapies sont désormais efficaces, on a augmenté l'espérance et la qualité des personnes vivant avec le VIH, et que l'infection est pour plusieurs, ou du moins dans plusieurs pays du monde, une maladie chronique qui est très gérable. Et finalement, dans la troisième partie de la déclaration de consensus, on parle de l'utilisation de l'analyse phylogénétique. C'est souvent invoqué quand on dit « oui, mais maintenant on peut prouver qu'une personne est bel et bien celle qui a transmis le VIH à une autre », donc ça limite le risque de poursuite injustifiée.
mais les experts de cette science-là, c'est qu'elle ne peut pas être utilisée, étude un peu de par la complexité, de l'arbre phylogénétique du virus. Elle ne peut pas être utilisée pour prouver qu'une personne en a bel et bien infecté une autre, mais peut être utilisée pour prouver qu'une personne n'a pas infecté l'autre personne. Et ça en raison des mutations du virus lorsqu'il entre dans l'organisme. Donc, quand je disais que la criminalisation occupait aussi de mon temps, on avait aussi un poster qu'on a préparé en collaboration avec Evelyne du ministère de la Santé et des Services sociaux qui portait sur les travaux du groupe de travail sur la criminalisation de l'exposition au VIH. C'est un groupe de travail multisectoriel qui a été mis sur pied en 2011 et sur lequel on travaille, du moins pour promouvoir l'utilisation de la science la plus avancée, la plus exacte du VIH dans les cas de criminalisation au Québec. Il y a des acteurs de la justice, de la sécurité publique, de la santé publique et du milieu communautaire qui siègent sur ce groupe de travail-là. Et donc, depuis 7 ans, on essaie de jongler avec les missions et les objectifs distincts de chacun pour arriver à une situation qui amenuise les conséquences néfastes de la criminalisation. Donc ça, c'était notre poster. Très beau poster, je suis très fière. J'avais aussi une présentation orale justement sur les travaux du groupe de travail lors du Global Dialogue, qui était aussi une préconférence, qui était le lancement, dans le fond, du supplément, donc ici, qui est aussi disponible en ligne, au rapport de 2012, sur lequel les travaux du groupe de travail sont basés. Il y a une section qui porte sur la criminalisation du VIH, et donc il y avait des recommandations mises à jour dans le supplément et on a été invités à discuter de notre soumission et des travaux du groupe de travail et de la situation de la criminalisation au Canada lors de cette préconférence. Il y a aussi une session entière qui a été consacrée à la criminalisation du VIH. Donc, il y a Richard Elliott qui a présenté pour le bénéfice de pour le compte de la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH. Il a présenté les travaux de la coalition, mais aussi la situation, et dressé un portrait de la situation canadienne encore. On a beaucoup parlé de la situation du droit criminel au Canada en matière de criminalisation du VIH. À plusieurs reprises, on a mentionné qu'on était dans le top 4 mondial avec les États-Unis, la Biélorussie et la Russie. Donc, c'était un palmarès, ma foi, assez reluisant. Et donc, on mentionnait souvent que le Canada était dans ce très peu reluisant top mondial. Et une présentation que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est celle d'Andrea Cruzy pour le Gender Sexual Health Initiative à Vancouver, qui parlait de l'impact, en fait, la situation des femmes marginalisées et de l'impact que pouvaient avoir toutes les directives ou les mesures qui seraient concentrées et qui ne viseraient seulement qu'à contrôler la criminalisation basée sur la charge virale ou le maintien d'une charge virale indétectable. Donc, on va parler un peu plus en détail. Donc, c'est ça. Elle a étudié, c'est une recherche qui a été effectuée auprès de 264 femmes vivant avec le VIH qui fréquentaient l'organisme. Et pour contextualiser un peu sa recherche et le pourquoi de cette recherche, vous savez certainement qu'en Ontario, l'Ontario a adopté un moratoire sur les poursuites pour non-divulgation du VIH pour les personnes qui auront réussi à maintenir une charge virale indétectable pendant 6 mois. Et donc, l'objectif de cette recherche-là, c'était de voir quels facteurs pouvaient influencer justement sur le maintien ou non d'une charge virale indétectable sur 6 mois. Et des 264 femmes vivant avec le VIH qui ont participé à cette étude-là, 59% n'auraient pas été capables ou ne seraient pas capables d'atteindre le critère adopté par l'Ontario. Donc, le maintien d'une charge virale indétectable pendant au moins 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces femmes-là qui n'ont pas réussi à franchir ce critère, on a 67% qui s'identifiaient comme venant des communautés autochtones, 79% avaient une expérience de travail du sexe, 84% étaient des consommatrices de drogue
sur une base régulière ou occasionnelle, et 26% avaient expérimenté des situations d'itinérance. Donc, imposer des moratoires sur les poursuites qui sont conditionnelles au maintien d'une charge du terrain indétectable, ça poursuit dans la marginalisation de certaines personnes, notamment des femmes vivant avec le VIH dans des situations précaires. Donc, ce n'est pas nécessairement la solution. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de voir un peu quels facteurs et à quel point ça pourrait nous aider à améliorer la situation de cette façon. Je respire mal. Travail du sexe. Il y a eu plusieurs présentations qui abordaient la question du travail du sexe. Puis, je vais me concentrer un peu sur celle qui portait sur l'adoption du modèle nordique dans certains pays, notamment au Canada et en France. Et comme vous savez, depuis la décision Bedford en 2013, où la Cour suprême avait déclaré complètement inconstitutionnelles les dispositions criminalisant l'offre, la communication publique à des fins de prostitution et le fait de vivre des bénéfices de la prostitution, le gouvernement du Canada a adopté en 2014 une loi qui, plutôt que de criminaliser l'offre, criminalisait la demande. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle nordique, et le Canada est un des plusieurs pays dans le monde qui a adopté un tel modèle. Donc, on veut s'attaquer au travail du sexe en passant par la demande plutôt que l'offre. L'idée de ce modèle-là, c'est de rendre le travail du sexe plus sain et plus sécuritaire pour les travailleuses, mais, et c'est ce que ces deux études-là démontrent, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Donc, au niveau de l'étude plutôt canado-centrée, et ces deux études-là, les deux chercheuses ont beaucoup communiqué entre elles. Elles s'auto-réfèrent dans le fond ces études-là, c'est pour ça que je les ai ciblées, les deux. Donc, en Colombie-Britannique, on a étudié 854 travailleuses du sexe et on a remarqué que moins de celles-ci ont eu accès à des services de santé et moins de celles-ci ont eu accès ou ont recherché le soutien des services de soutien qu'avant l'entrée en vigueur de la loi qui criminalisait la demande. Et en France, on a travaillé avec 691 travailleurs et travailleuses du sexe et on a remarqué qu'une telle loi qui criminalise la demande plutôt que l'offre a augmenté la vulnérabilité socio-économique des travailleurs et travailleuses du sexe, notamment parce que maintenant que les clients savent qu'ils violent la loi, qu'ils prennent un risque en recherchant les services des travailleuses et travailleurs du sexe, ils se permettent et se croient permis d'obtenir des faveurs, notamment du sexe non protégé. Et vu qu'il y a moins de demandes, les travailleurs du sexe sont dans une position veulent se mettre ou sont poussés à se mettre dans des situations plus vulnérables qu'elles n'auraient pas habituellement à prendre. Donc, ce que ces deux études-là, et ce que ce panel-là, en général, a conclu, et c'est des conclusions qui rejoignent les recommandations de l'Amnesty International et de l'ONU-SIDA, c'est que c'est seulement une décriminalisation complète de tous les aspects du travail du sexe qui va amener une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et travailleuses. Voilà. Merci Léa. Presque on time. Parfait, c'est parfait. Je trouve ça intéressant aussi, il y avait une présentation de court-métrage par rapport au travail du sexe. Puis il y avait une vidéo de comme 89, je pense, qui terminait par la prostitution doit être décriminalisée. Donc on est encore dans le débat, dans ce débat-là, malheureusement. On va passer à la section mobilisation et activisme. On a donc Léa et Charlotte qui vont nous faire un petit portrait parce qu'il y avait plusieurs actions de mobilisation, de revendication communautaire. Puis parfois, ça interrompait des sessions, puis on voyait que l'IAS, je ne m'en rappelle plus c'est quoi le libellé exact, mais l'IAS soutient les gens qui font des revendications et le permettent. Puis après un certain temps, il dit ben merci beaucoup, on va comme reprendre la session régulière, mais il y avait quand même l'espace qui était permis pour revendiquer. Donc Léa, je crois que c'est ça qui peut poursuivre. Oui, donc l'activisme était présent, mais somme toute assez encadré pendant la conférence, mais un des mouvements et
qui s'est fait plus voir lors de la conférence, c'est le AIDS 2020 for All. Donc, vous avez remarqué sur la photo où je présentais mon poster, j'avais justement l'étiquette qui présentait ce drapeau des États-Unis à l'envers, qui était présent un peu partout. Donc, qu'est-ce que AIDS 2020 for All? C'est un mouvement pour empêcher que la prochaine conférence de 2020 soit tenue à San Francisco, aux États-Unis, et ça pour plusieurs raisons. Donc, c'est un mouvement qui est géré par plusieurs organismes, notamment de défense des droits des personnes vivant avec le VIH, mais aussi d'autres organismes, qui mentionne que bien qu'il peut être intéressant, surtout étant donné l'image qui vient avec 2020, donc la réalisation de la cascade, et le rôle de la ville de San Francisco dans les débuts de la lutte contre l'épidémie, cette image mythique de San Francisco, ils reconnaissent ça, mais il y a plusieurs raisons qui militent contre la tenue de cet événement, non seulement à San Francisco, mais surtout aux États-Unis. Parmi ces critères-là, ces revendications-là, c'est notamment la violation des droits de plusieurs communautés. En ce moment, aux États-Unis, on parle notamment des personnes racisées, surtout noires, la violence contre la communauté noire, la violation des droits et la violence à l'égard des personnes des communautés LGBT, et surtout, et c'est d'autant plus criant de pertinence en ce moment, la violation des droits des personnes trans. Donc, en s'attaquant aux droits de ces communautés-là, on affecte la participation et la richesse à AIDS 2018. Il y a aussi les restrictions à l'entrée de personnes qui sont originaires de certains pays à majorité musulmane, majoritairement musulmans, à l'égard des travailleuses du sexe, mais aussi des personnes utilisatrices de drogue. Donc, tout l'aspect activisme communautaire serait vraiment amoindri si on tenait toujours la conférence aux États-Unis, parce que ces personnes-là ne pourraient pas venir participer, elles seraient probablement profilées et ciblées par certaines violences ou restrictions. Il y a des raisons économiques aussi. On parle de 2020, on parle d'une année d'élection présidentielle, donc les organismes américains disent c'est un drain de ressources financières pour nous dans une année aussi charnière ou aussi importante où nos efforts devraient être consacrés à faire autre chose. Et il mentionne aussi qu'à l'exception de Durban en 2016, toutes les dernières conférences se sont tenues dans les pays du Global North, des pays du Nord. Et par rapport à ce qu'on sait sur l'état actuel de l'épidémie, ça semble un peu illogique. Donc, un tel déplacement ne serait pas nouveau, ça s'est déjà fait. En 92, c'était prévu à Boston et ça a été déplacé à Amsterdam justement parce qu'il y avait les personnes vivant avec le VIH ne pouvaient pas entrer aux États-Unis. Donc, ils ont décidé de déplacer la conférence et c'est un peu ce qu'ils essaient de le faire à nouveau pour 2020. Voilà. Comme on a commencé à le présenter, en fait, une grande particularité de cette conférence qui a lieu tous les 2 ans, c'est la mobilisation des communautés et des actions activistes à travers toute la semaine de la conférence. Donc là, par exemple, avant l'ouverture, donc le lundi, il y avait une grande marche à travers la ville d'Amsterdam, donc à l'extérieur des lieux de la conférence, où on pouvait voir à différents messages des communautés. Puis ce qui était intéressant, c'est que c'est souvent les mêmes messages en fait qu'on utilise au Canada et sur lesquels on travaille. Et c'est surprenant dans tous les sens du terme qu'en fait, au final, on travaille vraiment sur les mêmes sujets. Des fois, c'est même un peu triste de savoir qu'il n'y a pas d'un pays qui a une meilleure situation finalement. Donc, on voit la bannière U égale U et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir bloquer la rue et d'avoir autant de visibilité pour la cause VIH/SIDA et par rapport à notre travail. Aussi, il y avait des manifestations à l'intérieur des locaux de la conférence. Donc là, c'est une photo du Bad Pharma Tour, en fait, qui faisait la tournée des différentes kiosques des compagnies pharmaceutiques pour présenter un petit peu les critiques de certaines compagnies. Donc, par exemple, vous expliquer à quel point les compagnies font énormément de profits sur le dos des personnes avec le VIH dans leur traitement, dans la vente des traitements. Et donc c'est toujours important de pouvoir protester puis de montrer un petit peu certaines injustices, même si c'est des compagnies avec lesquelles on pourrait pas, qui sont indispensables pour la vie de tous les jours, pour les personnes avec le VIH et notre travail. Mais c'est important de pouvoir
dire ce qu'on pense. Excuse-moi, Charlotte, on a le temps quand même. C'était fait dans la fête, là, le Pharmatour. Ah oui, ben ouais, c'est ça. Je reviens là-dessus. Là, on voit un petit peu l'animation, mais c'est ça, on faisait une tournée, ça durait à peu près 1 heure, puis c'était vraiment une tournée des kiosques. Puis à chaque kiosque, le groupe se baladait en dansant, en chantant. Et puis à la fin des discussions, là, on voit la discussion autour de Gilead. Donc on présentait les torts, mais on présentait aussi les réussites. Donc par exemple, ils exprimaient que le brevet du Truvada en France est finalement échu. Donc ça, c'était une grande réussite. Et là, à partir du moment où ils exprimaient la réussite, il y avait plein de personnes qui envoyaient des confettis, ça criait dans tous les sens, Et il y avait beaucoup d'amour aussi. Donc c'était pas non plus une manifestation dans la colère. On parlait de qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change, mais avec quelque chose de plus joyeux. Puis en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que si pendant les sessions plénières, des fois il y avait des mobilisations et des actions, donc par contre on en a un petit peu parlé. Et puis là, en fait, on voit la session plénière de Bill Clinton qui est la mobilisation des travailleurs du sexe. Et puis on voit que Bill Clinton essaie de s'intéresser au message des travailleurs du sexe, mais au final, il s'en intéressait pas du tout. Et puis c'était vraiment très triste la façon dont il a complètement rejeté le message. En tout cas. Mais ça montre que dans le cadre de ces grandes conférences, il y a la place à l'expression pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment assez unique en son genre. Puis aussi, il y a la place pour exprimer des messages de manière festive. Et donc là, il y avait la danse U égale U sur le stage dans le village global. Et donc, c'est vraiment intéressant, au lieu juste de présenter un message et puis d'aller dans la rue, on peut aussi faire une fête, puis tout le monde danse ensemble. Puis c'est assez incroyable de voir à quel point, dans cette danse, des gens du monde entier étaient réunis. On ne se connaît pas, mais on danse tous en même temps et tous ensemble pour célébrer la même cause. Donc c'est, en fait, pour résumer sur cette semaine, c'est vraiment une semaine intense, mais c'est aussi une semaine forte en émotions dans tous les sens. Une émotion positive, d'amour, de tristesse, de surprise. Et en fait, ça nous montre à quel point qu'on doit continuer à se mobiliser et donc qu'on continue encore à travailler et qu'on a encore beaucoup à faire malheureusement. Merci, Charlotte. René, tu l'as ajouté un petit quelque chose? Oui, c'est un complément à ce que j'ai dit concernant AIDS 2020 for All. Donc, juste pour vous dire que la COXIDA se mobilise avec le mouvement et que nous n'irons pas donc, à la conférence en 2020, donc si elle se déroule aux États-Unis. On invite l'ensemble du mouvement communautaire québécois à faire de même. Puis essayons de sensibiliser nos chercheurs et nos médecins à ne pas y aller également, ou du moins à ne pas envoyer d'abstract à cette conférence. Voilà, c'est une invitation à toutes, à tous. En effet, merci René. C'est la fin du webinaire de notre côté. On vous a transmis toute l'information qui nous était humainement possible de vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, souvent dans des résumés un peu concrets, il n'y en a pas vraiment, mais vous êtes invités c'est beaucoup d'informations en peu de temps, vous êtes invités à le faire. Sinon, pendant que vous écrivez ou pas vos questions, je vais vous annoncer le prochain webinaire. La date n'est pas encore arrêtée officiellement, mais ça va être en janvier, dans la semaine du 14 normalement. Ça va être sur les sites de consommation supervisée. Un an plus tard, comment ça se passe. Puis c'est super intéressant. Moi, je ne savais pas, mais les critères de Santé Canada se sont assouplis avec les années. Donc maintenant, si ça serait possible, surtout pour pas surtout, mais pour notamment les organismes à l'extérieur des grands centres urbains, qui pourrait faire, par exemple, une salle de consommation supervisée dans un bloc appartement ou dans des lieux communautaires. Donc, ça va être intéressant de voir un peu l'historique des sites de consommation ici à Montréal et prochainement, éventuellement à Québec, et aussi de voir comment ça peut être adapté dans vos milieux. Donc, on demande si on peut avoir le PowerPoint. Oui, puis le webinaire a été enregistré aussi. Vous allez avoir le lien web sur notre chaîne YouTube pour pouvoir le partager allègrement si vous voulez. Sinon, oui, vous allez recevoir la présentation. Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions en tant que telles.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup à mon équipe d'avoir accepté de faire cet exercice-là qui est quand même assez fastidieux de résumer le congrès comme ça. Merci aussi à Michel qu'on ne voit pas, mais qui est aussi un technique à l'arrière. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, puis un bon dîner. Et à la prochaine. Merci.